Alors, on m'a demandé de garder le masque, donc je vais essayer de parler assez fort pour que vous m'entendiez. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir au nom de l'OMCNC pour inaugurer ces fameuses soirées qu'on a appelées les rendez-vous de l'OMCNC. Et donc, voilà, c'est la première que nous inaugurons et j'espère qu'il y en aura d'autres ensuite. Alors, un petit mot pour vous dire ce que c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il s'agit de l'Observatoire des médecines complémentaires non conventionnelles. Et cet observatoire, eh bien, depuis 2015, œuvre à ce que j'appellerais créer des ponts. Alors, des ponts entre la médecine classique, allopathique, que l'on côtoie dans nos hôpitaux, avec toutes ces pratiques dites complémentaires qu'on appelle aussi les interventions non médicamenteuses autour du patient, et je dirais même avec le patient. On essaye aussi de sensibiliser à cette médecine que l'on appelle aujourd'hui intégrative et d'y convertir, je dirais, notamment les soignants et les étudiants, puisque ce seront eux les médecins de demain. Et ça, c'est pour créer une synergie de savoir mutualisé, de savoir-faire, et dans une approche qu'on pourrait dire humaniste du soin. Alors cette démarche de l'Observatoire prend de l'ampleur actuellement, puisque donc on est très fiers de vous annoncer qu'il y a à la fois une unité fonctionnelle de médecine intégrative qui vient d'être créée au CHU de Nice, qui travaillera transversalement avec les services, spécialement dédiés aux patients avec des pathologies chroniques. Et puis à la fac de médecine, il y a un département de médecine intégrative aussi qui se crée avec même une attachée de recherche clinique qui va nous aider, notamment pour un travail plus universitaire. Et puis nous participons aussi à une réflexion nationale autour de cette médecine intégrative qui crée un maillage afin de structurer et d'encadrer le développement de cette médecine. Alors les rendez-vous que nous inaugurons ce soir, ça va être surtout pour, je dirais, approfondir, échanger à la fois nos connaissances et nos savoirs sur un thème autour du soin et de la santé au sens large. Et j'avais envie juste de vous lire 3 lignes d'un de nos collègues médecins qui vient de publier un très beau livre qui s'appelle « Soigner est une danse » et qui dit que pour lui, soigner, c'est soigner les humains ensemble, sans leçons à se donner, que des conseils à partager, des compétences, expériences, savoirs, erreurs, des idées à se proposer les uns aux autres, pour les autres surtout, et pour tous les humains qui nous confient leur santé, et parfois avec inquiétude. Alors ce soir, le thème, donc, c'est l'hypnose, vous l'avez compris. Elle se pratique plus qu'elle ne se raconte, donc je ne vais pas vous en parler. On va avoir 2 exposés très riches sur ce sujet. Et je vous propose qu'on se laisse vraiment inspirer par ce qu'ils vont nous partager, nous présenter. Voilà, leur savoir, enfin leur connaissance scientifique, bien sûr, mais aussi leur savoir-faire et leur savoir-être. Donc je passe le micro pour présenter déjà notre premier orateur. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi je suis Véronique Mandin, je fais partie avec Béatrice Leloutre et Pascal du trio qui en ce moment essaye de structurer l'Observatoire des médecines non conventionnelles. Donc effectivement, comme a dit Béatrice, ce soir c'est une soirée hypnose. Alors il y a des formations à l'hypnose ici, plusieurs d'entre nous avons suivi le DU d'hypnose qui existe depuis des années. Et puis dans le cadre de cette formation, moi j'ai eu la chance d'avoir aussi une formation complémentaire avec un organisme qui s'appelle Hypnodyssée, dans lequel j'ai rencontré l'orateur que nous allons écouter ce soir, qui est donc le docteur Bruno Suarez. Alors, Bruno Suarez, il est neuroradiologue, il est chercheur en neurosciences, il est formateur en hypnose, il est aussi conférencier et écrivain, et d'ailleurs, j'ai amené ce livre que j'ai acheté pour qu'il me le dédicace, du nouveau pour l'hypnose. Donc, il travaille avec des gens très bien comme Stanislas Dehaene qui ont vraiment une vision de la conscience qui nous permet d'avancer et de progresser dans ce domaine. Et donc, il va nous parler des TAC. Alors, TAC, c'est un nouveau courant, mais tu vas le décrire, sans doute tu vas le définir, Bruno.
C'est une façon un petit peu épurée, moderne de pratiquer l'hypnose. Et donc, si tu veux bien, Bruno, on va t'écouter avec grand plaisir pour environ 40 minutes. Et il y aura 10 minutes de questions de la salle, voilà, pour lesquelles on vous passera le micro parce qu'il faut qu'on fasse attention au son. En fait, nous sommes aussi en visio ce soir avec peut-être, je ne sais pas, une quarantaine de personnes en visio. 60 personnes en visio. Donc, avant de commencer, je voulais dire un immense merci, mais vraiment un immense merci à Véronique Maril, qui nous a permis de sauver le côté distanciel de la soirée, parce que ce n'était pas évident. C'est un peu notre première soirée, et on est médecin, on n'est pas informaticien. Et donc, heureusement qu'elle était là pour nous aider. Et merci beaucoup, et merci à Monsieur l'appariteur, et voilà. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Bruno. Merci. Merci Véronique, merci à toute l'équipe de l'OMCNC de m'avoir invité à parler. J'avais pris beaucoup de plaisir à participer à votre congrès sur la respiration, c'était en 2017, et ça m'a laissé vraiment une impression très riche et très constructive de votre façon d'aborder ces fameuses médecines intégratives. Je peux enlever le masque? Tout le monde est d'accord? Voilà, donc je vais vous parler un peu des neurosciences de l'hypnose et puis brièvement de la façon dont on a un petit peu on essaye de moderniser l'hypnose en se référant un peu au progrès des neurosciences. Alors, à gauche, c'est Jean Becchiot qui m'a formé à l'hypnose et qui a formé un certain nombre de personnes ici. Ça, c'était dans les années 80. Et dans les années 80, l'hypnose était très directive. C'était le médecin qui a un peu le pouvoir sur le patient. Et puis progressivement, on s'est un petit peu débarrassé de le côté un peu folklorique de l'hypnose ericksonienne pour ne garder que ce qui est, ce qui nous paraît efficace et ce qui est validé par les neurosciences et par les études cliniques. Donc là à droite, je suis en train de faire une échographie à une jeune femme autiste qui a la... T'accepterais de prendre ça parce Ah oui. qu'on t'entend pas très bien. C'est mieux comme ça? Donc là, c'est une échographie avec une jeune femme autiste qui a la particularité de ne pas supporter le moindre contact physique humain. Et donc en utilisant une méthode particulière qui est bien adaptée à ces personnes-là, on va réussir à lui faire son échographie. Elle en a vraiment besoin de son échographie parce qu'elle a un lymphome thyroïdien. Et donc vraiment, le bilan est très important. Donc voilà, c'est l'activation de conscience, c'est aussi un peu être tout-terrain et s'adapter vraiment aux patients. Alors, la méthode hypnotique, en général, c'est une technique qui est basée sur une activation particulière de la conscience avec une orientation particulière de l'attention, et on va utiliser un langage particulier. On va utiliser des métaphores, des suggestions. On peut intégrer des contes et de la poésie pendant une séance d'hypnose, c'est tout à fait bienvenu. Alors, la séance ericksonienne, c'est la base du travail qu'on fait en fait. On l'a simplement simplifié et amélioré. On est passé entre 5 à 10 points au lieu des 40. Moi, en radiologie, dans mon équipe, toute l'équipe est formée à l'hypnose, au TAC, et on utilise 5 points pour faire nos séances d'hypnose pour travailler avec nos patients claustrophobes, par exemple. En IRM, c'est un phénomène assez régulier. Et puis, on a intégré des données de neurosciences. Alors, on ne parlera pas de tout, de tous ces éléments-là. Je vous parlerai du connectome et je vous parlerai du cerveau à l'état de base, du mode par défaut, qui sont de progrès majeurs, on va dire, pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Mais on travaille aussi sur tous ces domaines-là. Les émotions, cerveau émotionnel, cerveau métaphorique. Alors, un message important, on est à la préhistoire de la connaissance du cerveau. Donc ça, c'est quelque chose de délicat à admettre, mais vraiment, on est des débutants et les neurosciences sont encore toutes petites pour comprendre comment ça marche. Et puis surtout, on n'est pas dogmatique, on n'est pas bloqué sur un dogme particulier. On sait très bien que ce qu'on dit une année peut être différent l'année suivante.
Alors ça, c'est dans mon équipe à Thiers, en banlieue parisienne. Donc on utilise tous les jours, hein, depuis 2004, oui, on a une certaine expérience. On a pris en charge plus de 500 patients avec des claustrophobies graves et des attaques de panique. Et ça marche à peu près 8 fois sur 10. Donc il y a quand même 2 fois sur 10, on ne réussit pas à faire entrer le patient dans la machine. Et puis depuis que l'équipe est formée en entier, on a beaucoup moins d'attaques de panique parce qu'évidemment tout le monde parle un langage plus adapté et moins anxiogène, on va dire. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à nos patients à apprivoiser l'IRM, le bloc opératoire, le cabinet dentaire. On va en parler juste après moi. La salle de travail, hein, pour ceux qui travaillent en salle de travail, je crois que c'est vraiment important de maîtriser ce type de technique-là. Alors les indications, je passe brièvement parce que simplement, je vous ai mis en gras les nouvelles indications qu'on a développées ces dernières années. Alors les douleurs, ça c'est connu, l'anxiété, phobie, dépression, c'est connu depuis longtemps, les addictions et vous voyez les psychoses. Donc ça c'était une contre-indication soi-disant absolue de l'hypnose. Et nous, on travaille avec plusieurs psychiatres qui utilisent l'hypnose avec des très bons résultats chez des patients qui ont des schizophrénies très évoluées. Bloc opératoire, soins dentaires, salle de travail, cancérologie, accouchement, grand brûlé, soins palliatifs, ça c'est des lieux classiques, on va dire, d'utilisation de l'hypnose. Et insuffisance respiratoire évoluée, ça c'est nouveau aussi. On travaille avec une équipe à Bligny, un centre de réadaptation cardio-pulmonaire, et ils ont énormément de patients insuffisants respiratoires on va dire, au stade terminal, et ils ont fait une étude randomisée absolument superbe, hein, qui montre vraiment l'efficacité de la méthode avec ces patients-là. Préparation mentale des sportifs, danseurs, étudiants. Et évidemment, pour nous, les professionnels de santé, la lutte contre le syndrome d'épuisement professionnel, je pense que c'est vraiment à mettre en exergue dans l'idée de développer ces méthodes-là dans les équipes de soignants. Alors, pour vous montrer aussi une petite expérience clinique, hein, la résilience et le bien-être chez les étudiants en médecine, les médecins, les soignants, les patients, ça peut être un peu mis à mal. Et on a développé depuis une dizaine d'années avec Jean Becchio et Donata Marin, qui est une psychiatre de la Pitié-Salpêtrière, un programme d'exercice. Alors il y a hypnose, TAC, yoga, méditation pour les étudiants en médecine. La méthode a été retenue en fait par le gouvernement comme un programme à développer au plan national parce que ça marche bien. Et l'idée, c'est ça, c'est de proposer des conférences, être bien dans ces études et les réussir. Des ateliers, donc hypnose, relaxation, tai chi, yoga. Moi, je m'occupe du yoga et hypnose avec Jean Becchio. Et voilà, donc vous voyez, c'est les étudiants en médecine. Là, c'est toute année confondue. C'est inscription libre, hein, simplement sur il faut être motivé en fait. Hein. On a des étudiants motivés pour faire ce type de formation. Et donc on leur propose des exercices à tous, hein, avec l'idée effectivement c'est qu'ils soient plus confortables dans leurs études. Alors on a démarré aussi depuis 2 ans avec les internes de radiologie, grâce à mon ami Laurence Rocher, le même type d'apprentissage, on va dire. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir évidemment des professionnels de santé qui sont bien, on va dire, bien équipés pour faire face aux années suivantes. Voilà, avec les internes de radio qui font leurs petits exercices d'activation de conscience. Ça, c'était pour rebondir sur l'intérêt d'avoir un observatoire des médecines non conventionnelles, comme vous avez eu l'intelligence de fonder à Nice. C'est le numéro du quotidien du médecin de la semaine dernière. Et vous voyez, médecine complémentaire alternative, le grand bazar, terrain miné. Hein, donc je pense vraiment c'est très important la démarche que vous avez entreprise pour être vraiment un modèle pour toutes les facultés de médecine en France. Alors l'idée c'est comment repérer en hypnose les charlatans et ceux qui proposent des formations plus sérieuses. Alors l'idée c'est que tous les charlatans
qui propose des formations d'hypnose se réclament des neurosciences. Donc, vous voyez, oublier ce critère-là, c'est pas un bon critère. Il faut choisir plutôt des professionnels soignants diplômés, vérifier que ces personnes-là font bien de l'hypnose dans le cadre de leurs compétences, ça c'est vraiment très important. Et puis demander, est-ce qu'il y a des études cliniques rigoureuses qui montrent l'efficacité nette sur des symptômes et des maladies. Et c'est ça en fait qui permet de valider l'hypnose médicale. Donc vraiment c'est le socle. Nous on l'utilise, on n'utilise que ça. Donc c'est vraiment important de bien naviguer parce que vous verrez qu'il y a des formations plus ou moins sérieuses. Voilà, donc on va regarder une ou deux avancées technologiques rapides. Et puis on parlera donc des connectomes, la substance blanche, de la rêverie. Et puis on utilise aussi les vagues de neuroplasticité parce que vous verrez qu'il y a des moments dans la vie où le cerveau est beaucoup plus sensible aux suggestions, à toutes les techniques qu'on peut utiliser. Donc je pense qu'il faut connaître ces phénomènes de neuroplasticité. Alors, une neuroscience, c'est quand même ça. La question, c'est est-ce que nous sommes capables de comprendre le fonctionnement de notre propre cerveau? Alors, pourquoi? Eh bien, en fait, c'est que la logique de fonctionnement des neurones échappe à notre propre logique. Donc ça, c'est la base des neurosciences, c'est-à-dire que toutes les théories que vous avez pu apprendre, que moi j'ai pu apprendre, qui sont très, très séduisantes, où on pense que le cerveau, c'est comme ci, c'est comme ça, il y a un inconscient très profond, et puis la conscience, c'est qu'un tout petit morceau. Finalement, ce n'est pas du tout ce qu'on découvre. Et puis surtout, les neurones, ils font des circuits et une façon de s'activer qu'on ne comprend pas du tout parce qu'à chaque fois, c'est différent. Et ce n'est pas du tout, c'est pas un ordinateur, hein, c'est quelque chose de très très particulier, vraiment une sacrée machine. On comprend bien l'univers, le Big Bang, tout ça, mais on ne comprend pas ce qu'on a ici, ce qui est quand même assez étonnant. Alors, ça, c'était le schéma de 1978 des neurosciences. Vous voyez, on a besoin de la philosophie, de la psychologie, de la linguistique, de l'anthropologie, de l'intelligence artificielle, des neurosciences pour justement travailler sur les neurosciences. Et la grande nouveauté, vous voyez, c'est les mathématiques et la physique. Et en fait, les plus grands progrès qu'on fait à l'heure actuelle sur le fonctionnement du cerveau, c'est des mathématiciens et des physiciens qui nous montrent vraiment comment ça marche. On a la chance dans notre équipe de travailler avec l'équipe de Neurospin. C'est au CEA à Saclay. Donc c'est une série de bâtiments et vous voyez dans chaque bâtiment vous avez une IRM dédiée soit aux humains soit aux animaux. Et donc vraiment ils sont très très spécialisés dans ce domaine-là. On a la chance de travailler avec Ghislaine de Anne Lamberts, qui est pédiatre au départ, et qui est vraiment une immense spécialiste du cerveau des bébés. Et elle s'est formée à l'hypnose avec nous en 2010. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des neuroscientifiques de haut niveau qui viennent se former à nos méthodes, justement pour essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne. Stanislas Dehaene, c'est son mari. Alors lui, il est mathématicien. Et donc, en fait, il amène une façon de voir le cerveau tout à fait originale. Et vraiment, on a découvert énormément de choses intéressantes. Et je pense que c'est un des meilleurs spécialistes mondiaux comment fonctionnent les apprentissages au niveau du cerveau, mais également comment fonctionne la conscience. Et je vous recommande, si ça vous intéresse, il a des cours en ligne au Collège de France qui sont vraiment très, très passionnants. Ça, c'est son dernier bouquin, avec beaucoup de belles images. Et vraiment il retrace l'histoire de neurosciences de façon tout à fait intéressante. Jérôme Sacure, lui, c'est un agrégé de philosophie, un agrégé de neurosciences. C'est un élève de Stanislas Dehaene. Et il s'est formé à l'hypnose avec nous en 2013. À l'époque, il n'y avait pas encore l'activation de conscience. Et vraiment, on prend beaucoup de plaisir à travailler avec lui parce qu'il a vraiment une façon aussi très originale d'étudier le cerveau. On va en parler un petit peu plus loin. Antoine Delcourt, lui, il est psychiatre et c'est aussi un élève de Stanislas Dehaene. Il a découvert en 2006 que les patients schizophrènes avaient un défaut d'accès à la conscience. Il s'est formé à l'hypnose au TAC. Alors là, les TAC existaient, c'était en 2018. Et depuis, on fait des études ensemble. On travaille à la fois sur la recherche et à la fois sur les applications cliniques de la méthode. Lionel Nakache, lui, c'est la Pitié-Salpêtrière, Institut du cerveau et de la moelle. C'est aussi
vraiment quelqu'un qui s'intéresse de près à l'hypnose. Et on a la chance de faire des conférences ensemble. Marie-Pierre Revel, on revient dans le domaine plus clinique, hein, c'est une agrégée de radiologie. Donc en fait, on va démarrer une étude de ponction biopsie hépatique sous hypnose. Et on est très content de ce type de collaboration. Alors pour comprendre comment ça marche, en fait c'est simple, hein, il suffit de comprendre qu'est-ce que c'est que la conscience et qu'est-ce qui nous distingue des primates. Vous voyez, donc la réponse elle est facile à obtenir. Il faut arriver à maîtriser qu'est-ce que c'est que la conscience et puis quelles sont les différences finalement entre le cerveau humain et le cerveau du macaque. Alors d'après vous, quels sont les 2 lobes du cerveau humain qui nous distinguent des autres primates? Est-ce que vous avez une idée? Occiput? Non, ils sont assez gros chez les singes, les lobes occipitaux. Le lobe pariétal, oui, bravo. Ouais. Et le frontal, bravo. Ouais. Donc voilà, on a un énorme lobe frontal. Alors ça, c'est une carte d'expansion du cortical. Et en fait, le cerveau humain, il n'est pas 3 fois plus gros que le cerveau du macaque. Il y a des zones du cerveau qui sont très très développées, hein, donc comme le cortex préfrontal en avant du cerveau, et puis l'aire de Broca, hein, donc l'aire du langage articulé, qui est vraiment énorme chez l'humain par rapport au macaque. Donc l'autre lobe qui nous a rendu humains, c'est le lobe pariétal, hein, donc moins connu, hein, mais beaucoup plus délicat à étudier. Et puis surtout, un gigantesque câblage. Donc c'est là qu'on va parler de connectome. Et donc vous voyez, il y a vraiment des fibres de communication entre des zones très distantes au niveau du cerveau qui sont présentes chez l'humain mais que vous ne trouvez pas du tout chez les singes. Ça s'appelle faisceau arqué. Donc c'est vraiment, c'est pas de la fibre optique, mais enfin un truc très très particulier. Donc l'idée c'était ça, moi je trouvais quand je suis arrivé dans le monde de l'hypnose, ça manquait un peu de rigueur quand même, et donc l'idée, on a vraiment basé notre renseignement sur 14 000 publications scientifiques sur l'hypnose, référencées, des années de formation évidemment avec les soignants, donc dans différentes facultés de médecine, à l'étranger également, et puis on a développé aussi nos propres travaux de recherche. Donc là, je vous ai mis les gens qu'on a formés en hypnose, hein, donc c'est des neuroscientifiques qui travaillent dans des laboratoires, et du coup, ça permet vraiment des échanges tout à fait intéressants, passionnants, vraiment l'impression d'avancer dans la discipline. Ça, on en a déjà parlé. Alors, les avancées technologiques rapides, je vais vous en citer 2. Alors, il y a cette machine qui vient d'être installée à Neurospin, qui a produit les premières images, hein, presque 12 Tesla, vous voyez, 130 tonnes, donc 12 fois plus puissante que les machines qu'on utilise en clinique. Vous voyez que le bonhomme est tout petit. Et d'ailleurs, l'équipe de Neurospin cherche des cobayes, donc ils m'ont demandé si vous souhaiteriez rentrer dans la machine, parce qu'on ne sait pas du tout les effets de tels champs magnétiques sur le cerveau humain. Voilà, donc une machine absolument colossale. Et vous voyez elle est terminée, hein, donc elle a produit les premières images. Donc je vous montrerai les premières images de cette machine. C'est un potillon, un potimarron, avec une très bonne résolution spatiale. Et puis ils ont passé aussi quelques troncs cérébraux formolés pour regarder un peu la définition de la machine. Vous voyez, on descend vraiment dans les détails. L'idée, c'est vraiment d'avoir un microscope in vivo avec cette machine. Autre nouveauté, les appareils portatifs, vous voyez, donc la magnétoencéphalographie. Donc on passe de 450 kg à 900 grammes. Et donc ça, dans les années à venir, il faut vous attendre à voir des machines comme ça qui vont apparaître, portatives. Et puis l'approche à 2 cerveaux, hyperscanning. Vous connaissez cette méthode, ça vous dit quelque chose? Il y en a qui connaissent déjà. C'est facile, en fait, vous mettez les 2 personnes... Vous enregistrez le cerveau des 2 personnes et puis vous regardez l'harmonisation et la synchronisation qui s'effectue entre 2 personnes. Donc là, c'est maman-bébé
en IRM fonctionnel. Et puis, vous pouvez faire ça en électroencéphalographie. Alors, il y a beaucoup d'études maman-bébé à l'heure actuelle, mais évidemment, on commence à voir les premières études thérapeute-patient. Donc évidemment, en hypnose, pour nous, on risque d'avoir des sacrées découvertes avec ce type d'enregistrement. Et donc on doit démarrer un protocole bientôt sur ce thème-là. Donc le mode par défaut, vous connaissez cette chose-là? Ça vous dit quelque chose? Eh bien moi non plus, j'ai appris ça parce que c'est des découvertes relativement récentes sur le cerveau. C'est qu'est-ce que fait votre cerveau quand vous ne faites rien? Alors ça, c'est un PET scanner, vous voyez, fait pour un bilan de cancérologie, par exemple. Et vous voyez que le cerveau, il a un métabolisme quand même tout à fait unique, tout à fait intense et permanent. Donc quand vous dormez ou quand vous faites l'anesthésie générale, ça diminue un tout petit peu, mais pas grand-chose. Donc en fait, quand on vous dit votre cerveau, vous pouvez le faire fonctionner à 100% alors qu'il n'est qu'à 40% ou 50%, c'est totalement faux. En fait, votre cerveau, il fonctionne à fond tout le temps. Et puis quand vous faites une tâche cognitive, vous augmentez de 1% cette activité tout à fait phénoménale. Oui, c'est 2% du poids du corps, c'est 20% de la consommation énergétique. Alors, chez l'enfant de 4 ans, vous avez vu, c'est 3 fois plus. Donc vraiment, c'est une usine métabolique tout à fait extraordinaire. Donc le cerveau, voilà, si vous voulez une métaphore, une allégorie, je pense que cette métaphore est plus adaptée que quelque chose qui peut se mettre au repos. Le cerveau ne se met pas au repos. Et quand il ne se met pas au repos, il fait ça. Vous voyez, il active de façon très très synchrone et de façon très symétrique certaines régions du cerveau. Et hop, dès que vous portez votre attention sur quelque chose, vous voyez quelque chose, vous entendez un bruit qui attire votre attention, vous allez sortir de ce système-là. Et puis, dès que vous allez rentrer à nouveau dans la rêverie, le mode par défaut, c'est un peu la rêverie, vous allez à nouveau réactiver ces zones du cerveau qui commencent à être de mieux en mieux connues. Alors, par exemple, ça joue un rôle fondamental dans la mémoire. Pour consolider votre mémoire, c'est aussi puissant que de faire une sieste ou de dormir, parce qu'on savait déjà que la sieste et le sommeil consolide la mémoire. Mais quand vous faites la rêverie, vous êtes déjà en train de consolider votre mémoire. Mais ça sert à beaucoup d'autres choses, planifier le futur, la théorie de l'esprit, etc. Donc voilà, un des grands spécialistes, un des découvreurs du mode par défaut, c'est Marcus Reichle, qui est un chercheur américain, donc qui a montré ce phénomène tout à fait particulier. Et alors pendant longtemps, nous on a enseigné que l'hypnose et le mode par défaut c'était exactement pareil, que la rêverie et le mode par défaut et l'hypnose étaient pareil. Pas du tout. Donc quand vous faites de l'hypnose, vous allez rentrer dans un autre monde, alors qui est probablement une variante du mode par défaut, mais qui est quand même quelque chose de différent. Et puis quand vous faites la méditation, vous allez là aussi rentrer dans un autre domaine, mais qui n'est ni l'hypnose ni la rêverie simple, on va dire. Voilà, donc le mode par défaut diminue pendant la séance d'hypnose. Ce qui est intéressant dans le cerveau, quand même, on a vu que c'est un gros métabolisme, mais quand même c'est que 20 watts et que ça fonctionne à la vitesse du son. Et si vous réfléchissez, un ordinateur c'est plutôt la vitesse de la lumière, et il faut des centaines, voire des milliers de watts pour réussir à battre un homme aux échecs, par exemple, avec une seule fonction. C'est-à-dire on demande à l'ordinateur de ne faire qu'une seule chose. Et évidemment, les ordinateurs sont incapables d'inventer quoi que ce soit, et puis ils ne sont pas très bons en matière d'apprentissage. Donc vraiment, on a affaire quand même à un dispositif très très particulier, finalement assez économique du point de vue énergétique, mais surtout avec des capacités d'apprentissage tout à fait exceptionnelles. Et ça démarre dès la naissance. On ne commence pas à apprendre des trucs à l'école primaire, c'est vraiment dès les tout petits, dès les bébés, qu'on voit ces phénomènes d'apprentissage tout à fait extraordinaires. Le connectome, pendant 200 ans, on a fait ça en neurosciences, on a étudié le cortex. Alors ça, c'est la phrénologie de Franz Gall, qui a eu un succès mondial. Donc là, on en revient aux théories super séduisantes, mais qui sont totalement fausses.
chaque circonvolution correspond à un défaut ou une qualité humaine, vous voyez. Et en fait, tout est faux. Il n'y a pas une seule circonvolution qui correspond à ce qu'il avait décrit. Mais le succès était mondial. Les gens adoraient ce truc-là, et donc il a fallu se détacher de ce modèle-là, qui était intéressant, mais qui était totalement faux. Alors après, il y a eu Broca, la découverte de l'air de Broca. Il y a eu Penfield, hein, qui a stimulé électriquement millimètre par millimètre toute la surface du cerveau, les homonculus, etc. Donc on a fait ça pendant 200 ans, c'est l'étude du cortex cérébral, c'est-à-dire la matière grise. Et puis, il nous manquait un élément clé, c'était la matière blanche. Et ça, on sait le faire depuis une quinzaine d'années à peu près. Donc c'est le connectome, vous voyez, c'est vraiment toutes les fibres de substance blanche. Et ça, on ne savait pas le faire jusqu'à cette époque-là. Vous avez une idée de à quoi correspondent les couleurs sur cette image ? Oui, non c'est pour faire joli. Le cerveau est pour ceux qui ont fait la dissection, le cerveau est un organe chiant, fragile, très fragile, hein, et surtout quand il n'y a pas de contraste, quoi. Il faut mettre des colorants, il faut mettre de l'encre de Chine, il faut coloriser pour que on crée un contraste. Sinon, il n'y a pas de contraste, donc c'est un organe très très ennuyeux. C'est pour ça qu'on a mis longtemps avant de l'étudier, parce qu'il est très fragile, et puis en plus, il n'y a aucun contraste, quoi. On voit vaguement la substance blanche, la substance grise, mais on ne voit pas toutes ces fibres. Voilà. Et donc dans le cerveau humain, on a des grands câbles qui s'appellent neurones à axone long. Von Economo, Jules Dejerine, c'était Vienne et l'hôpital de Bicêtre. Vers la fin du 19e siècle. Alors ce qui est amusant, c'est que le connectome fonctionnel permet d'établir une empreinte cérébrale de chaque individu. Donc vous pouvez vraiment avoir un passeport de connectome. Et tous, ici, vous avez tous un connectome unique. C'est-à-dire que si je vous demande de faire un calcul mental et qu'on mesure votre cerveau, vous allez activer les régions du calcul mental, mais d'une façon tout à fait unique. Alors ça dépend si vous avez appris à compter avec les doigts, si vous avez appris à compter avec un boulier, à quel âge vous avez appris à compter, si c'était facile ou si vous étiez plutôt dyscalculique, etc. Et donc vraiment c'est amusant ce connectome. Donc vous avez tous une espèce de passeport, de passeport comme ça assez étonnant. Ça a été découvert en 2015, cette empreinte cérébrale, et ça vient d'être confirmé par une autre étude en 2021. Alors vous voyez, la fiabilité, c'est 99%, donc c'est comme les empreintes digitales, hein, c'est vraiment très, 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 très puissant. Donc c'est intéressant parce que ça montre un peu la diversité humaine, hein. Vraiment, chaque cerveau est différent, chaque personne est unique. Et ça nous encourage aussi pour le monde de l'hypnose médicale d'adapter, que nous, les soignants, on s'adapte à nos patients et non pas que le patient s'adapte à un machin tout fait, un script ou quelque chose comme ça. Voilà, ça fait des belles images. Alors là, les couleurs ont un sens, hein. Pas comme tout à l'heure. Voilà, et vous voyez, donc ça c'est un bout de l'article. Alors je vous montre, hein, le niveau des neurosciences. Vous voyez, donc moi avec mon diplôme de médecin, j'ai un peu du mal à rentrer dans ces équations-là. Voilà, donc l'individualité vient de la souplesse neuronale. Ça c'est l'idée de Jean-Pierre Changeau qui date quand même des années 80. Alors, on va parler vraiment de l'hypnose, parce qu'on rentre un peu dans le cœur du sujet. Comment ça marche, et puis quelles sont les performances du cerveau pendant l'hypnose. Alors, il y a des tests, hein, des études qui sont connues depuis un certain temps. Alors, nous, on a travaillé sur la motricité. Je vais vous montrer quelques images. C'était en 2009 avec Jean Becchio, Robert Carlier, c'était à l'hôpital de Garches. On a travaillé sur la période réfractaire psychologique, donc le connectome, le mode par défaut, ça on en a parlé. L'ocytocine, l'hormone de la confiance, qui augmente la sensibilité à l'hypnose. Mais ça on peut le faire très facilement si on est bien formé à l'hypnose, hein, de gagner la confiance de nos patients. Il me manque une diapo. Alors évidemment, on a des données précises sur la diminution de la perception de la douleur, hein, l'hypnoanalgésie, ça c'est très, très important, c'est un des éléments majeurs d'utilisation de l'hypnose.
On a des éléments clés sur les tests confusionnants, comme le test de Stroop, qui est mieux réussi sous hypnose. Pour la mémoire aussi, on a des éléments très importants. La mémoire autobiographique marche mieux sous hypnose. Et par contre, la mémoire de travail marche moins bien. Voilà, donc on a déjà des données expérimentales depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on a ces données-là qui sont disponibles. Alors nous, on s'était amusé à Garches à faire des mouvements à nos patients pendant une IRM fonctionnelle. Alors, nos cobayes, c'était des deuxième années de médecine qui étaient venus d'abord faire les mouvements sans connaître du tout l'hypnose, et puis ensuite on leur a appris la méthode, et puis ils avaient refait les mêmes mouvements pendant une séance d'hypnose. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que, vous voyez, c'est pas tellement les activations du cortex qui sont marquées, c'est plutôt les connectivités qui changent pendant la séance d'hypnose. Et vous avez des surconnexions occipitales et pariétales et des surconnexions préfrontales et singulaires antérieures. Alors c'est un peu des termes techniques que j'utilise là, mais c'est simplement pour vous montrer que l'hypnose, c'est pas du repos. Au début, quand on a commencé les études, on voyait beaucoup de films ou de romans où la personne qui fait de l'hypnose, c'est un espèce de zombie capable de faire des crimes horribles sous l'influence de quelqu'un, etc. Et donc déjà, nous, on voulait sortir de ce truc-là, et on en est sorti vite. On a vraiment montré qu'il y avait des activations cérébrales particulières. Ça, on le sait depuis 2003. L'hypnose modifie la connexion des différents centres impliqués dans la douleur, dans la nociception. Donc ça, c'est fondamental, évidemment, pour ceux qui travaillent avec au bloc opératoire ou avec des patients douloureux comme un cabinet dentaire ou une salle de travail, bien entendu. Donc voilà, ça c'est connu depuis longtemps. On a une diminution vraiment de la douleur de 50% quand on fait la séance d'hypnose. Vous voyez que ça marche mieux que les méthodes de distraction. Évidemment, les anesthésistes n'ont pas attendu les neurosciences pour développer la technique au bloc opératoire. C'est utilisé depuis bien avant les découvertes des neurosciences. Là, c'est Marie-Lise Fémonville, je pense qu'ils ont dû dépasser les 10 000 chirurgies de chirurgie de la thyroïde et du sein sous hypnose. C'est vraiment une équipe tout à fait pionnière. Alors nous, on avait trouvé des activations particulières pendant notre étude, et puis on ne comprenait pas très bien à quoi ça servait. Donc on avait vu qu'il y avait pendant notre protocole, il y avait une activation du cortex singulaire antérieur chez tous nos étudiants. Et on a eu la réponse en 2018. En 2018, en fait, il y a une étude américaine qui a montré que le cortex singulaire antérieur, c'était le centre du désir et de la volonté d'agir. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important. C'est une zone qui est en panne chez les patients qui ont des catatonies et des mutismes akinétiques. C'est des patients qui ont des maladies neurologiques extrêmement spectaculaires et graves, mais les IRM sont normales. Et en fait, tant qu'on n'a pas étudié la connectivité de cette région-là avec les autres régions du cerveau, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi les patients étaient dans cet état-là. Et en fait, c'est le défaut de connexion de cette région-là du cerveau qui est responsable des symptômes de ces patients-là. Voilà. Et il se trouve que c'est aussi une zone clé pendant l'hypnose et également dans la gestion de la composante émotionnelle de la douleur. Donc oui, une seule région du cerveau peut servir à beaucoup de choses au niveau du fonctionnement du cerveau humain et des comportements. Donc voilà, ça c'est connu depuis longtemps. Donc vous pouvez vraiment diminuer l'activation de cette région-là du cerveau, diminuer les émotions qui sont liées à la douleur pendant une séance d'hypnose. Ça, c'était une deuxième zone qu'on a vue qui s'activait pendant qu'on faisait, quand on a fait notre protocole de recherche, le précunisme. Alors pareil, on ne savait pas du tout à quoi ça servait cette région-là, parce que c'est une région très très complexe à étudier. Et pareil, la même équipe américaine a montré en 2018, c'était le centre de l'agentivité. L'agentivité, c'est le sentiment d'être l'auteur de nos actes. C'est-à-dire, je suis conscient que c'est moi qui bouge mon bras. Alors, est-ce que vous voyez une maladie où ça peut être en panne, ce système-là? Pardon? Oui, bravo. Chez les patients psychotiques, schizophrènes. Voilà. Et donc là aussi,
patients schizophrènes, les IRM anatomiques sont normales, mais vous voyez, si vous regardez la connectivité de cette zone-là chez ces patients-là, vous allez trouver des défauts de connexion quasiment systématiques. Alors c'est aussi la zone de la conscience de soi, de la proprioception. La proprioception, c'est le 6e sens, un sens de l'équilibre, la gravitation terrestre. C'est aussi donc une zone importante pour l'imagerie mentale et pour l'hypnose. Et puis il y avait une 3e zone qu'on a trouvée activée. Alors là, on n'avait aucune idée de pourquoi ça s'activait pendant la séance d'hypnose. C'était le cervelet. Oui, le petit organe qu'on a par là derrière. Et donc ça, on ne comprenait pas, parce que le cervelet, c'est plutôt la coordination des mouvements et le sens de l'équilibre. Alors ça, c'est juste pour terminer les 2 zones précédentes. Donc le désir d'agir, cortex singulaire antérieur, et l'agentivité, précuneus, c'est vraiment, on considère que c'est les 2 piliers du libre arbitre, c'est ce qui nous rend libre, la sensation de liberté qu'on peut ressentir. Et probablement que pour ceux qui ont déjà expérimenté l'hypnose avec leurs patients ou sur eux-mêmes, vous avez aussi cette espèce d'espace de liberté qui émerge. Alors voilà, le cervelet, c'était tôt en 2018, on a eu la réponse en 2018. En fait, 80% de l'activité du cervelet est reliée à des fonctions cognitives de haut niveau, et seulement 20% à la coordination motrice. Et donc l'idée, c'est que voilà, on a trouvé que c'était connecté pendant l'hypnose, et notamment une des fonctions cognitives de haut niveau, c'est se rappeler un souvenir. Et vraiment un des éléments clés du démarrage de la séance d'hypnose, et puis même le milieu de la séance, c'est vraiment l'utilisation de souvenirs agréables pour certains. Nous, on utilise les souvenirs d'apprentissage victorieux, réussis. Voilà, donc vous voyez, petit à petit, voilà, on commence un petit peu à y voir plus clair dans cette espèce de puzzle assez complexe. Alors, on a fait évoluer le vocabulaire de l'hypnose, donc nous on parle plutôt d'activation de la conscience et de l'attention. On a laissé tomber le terme état modifié de conscience, que vous trouverez à peu près partout à l'heure actuelle, pour dire flux de la conscience. Donc ça, c'est Jérôme Sacure qui nous a appris ça, et puis qui nous a appris aussi qu'on pouvait étudier le contenu des pensées, que c'était un des éléments majeurs en fait, de compréhension du cerveau à l'heure actuelle. Donc voilà, flux de la conscience et contenu du mental, contenu des pensées. On ne dit plus dissociation. Le terme en hypnose, je ne parle pas de la dissociation en psychiatrie, et nous on parle de modulation de l'agentivité. On ne dit plus trop activation, inhibition de zone corticale, on dit plutôt modulation du connectome, parce que voilà, vous pouvez en quelques secondes, et même pendant une seule séance d'hypnose, passer d'une zone activée à une zone inhibée. Plutôt c'est des modulations qui se produisent. Donc voilà un petit peu l'évolution du vocabulaire. Alors, dans mon domaine, la radiologie, quand j'ai affaire à un patient claustrophobe qui a vu une émission télé sur l'hypnose la veille, je vais lui proposer un exercice d'activation de conscience qui est en général mieux accepté que si je lui dis on va faire une séance d'hypnose, parce qu'il y a des gens qui sont phobiques, qui ont peur de ce qu'ils ont vu à la télé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Un grand merci Bruno. Donc on a la place pour quelques questions. Peut-être que vous avez envie d'en savoir plus ou des détails sur les techniques, les applications de cette technique d'activation de la conscience. Oui, Pascal ? Bonjour Bruno. Est-ce que, puisqu'on démontre qu'il y a des zones qui s'allument, d'autres qui ne s'allument pas suivant chaque personne, est-ce qu'un jour on pourra inverser est-ce qu'on saura un jour activer ces zones-là pour guérir ou améliorer l'état de certaines personnes, justement ? Est-ce qu'en perspective, on aurait une possibilité d'activer plus concrètement ces zones-là pour justement obtenir une certaine thérapie ? Alors ta question est intéressante. L'idée, effectivement, c'est qu'à partir du moment où on comprend qu'est-ce qui ne se connecte pas bien dans le cerveau, est-ce qu'on va pouvoir travailler là-dessus ? Alors ça a été fait pour l'IRM fonctionnel de la douleur
Et donc, on a appris à des patients avec des douleurs chroniques ou des fibromyalgiques à baisser le bouton de l'intensité de la douleur au niveau du cerveau en leur projetant l'activation de leur cortex singulaire antérieur. Et sous la forme d'une flamme, d'un feu, puis hop, le patient, petit à petit, il apprenait à diminuer l'intensité et la force de la flamme. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin d'IRM fonctionnel parce que c'est ce que vous savez faire et vous faites déjà ceux qui ont été formés à l'hypnose. C'est-à-dire que vous pouvez, ce qu'on fait très fréquemment, expliquer au patient le connectome et de dire qu'il y a des zones du cerveau effectivement qui se connectent pas forcément facilement et que le cerveau a cette capacité-là de trouver des voies de dérivation ou des voies de récupération pour tel ou tel symptôme. Et je pense qu'avec des suggestions comme ça, on peut obtenir le même genre de neurofeedback que ce qu'on pourrait faire en IRM fonctionnel. Bon, on ne va pas faire entrer tous nos patients en IRM fonctionnel pour leur projeter leur cortex singulaire antérieur. Donc oui, non, c'est très envisageable. Alors par contre, ce qui sera beaucoup plus facile à faire, c'est les histoires de casques. Hein. Je pense que autant les casques de réalité virtuelle qui vous proposent de l'hypnose à 150 €, je ne suis pas sûr que ce soit très, très, très efficace et très adapté. Mais par contre, l'histoire de l'hyperscanning, de l'enregistrement à deux cerveaux, là, on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur l'efficacité de ce qu'on fait avec nos patients. Quand on dit telle métaphore ou quand on utilise telle phrase, quel va être l'impact sur le patient qu'on a en face de nous. Oui, vous avez mis l'accent sur le connectome, c'est-à-dire sur la manière dont les neurones peuvent entrer en connexion. Et à votre deuxième diapositive, vous aviez parlé du biotope intestinal. Ouais. Et le biotope intestinal a beaucoup de cellules nerveuses. Alors, est-ce que vous envisagez des études qui connecteraient justement les cellules du biotope intestinal avec le cerveau, les cellules du cerveau? Alors, votre question est très pertinente hein, parce que en fait, il y a des invités surprises et par exemple, moi j'ai appris l'axe cerveau-intestin, mais il manquait un acteur important, c'était les milliards de bactéries, de virus et de champignons qu'on héberge dans notre intestin. Et par exemple, on a la réponse pour l'hypnose. Quand on fait une séance d'hypnose, on améliore très souvent les troubles du fonctionnement de l'intestin, TFI. Colite spasmodique. Ça marche très bien chez les adultes et chez les enfants. Vraiment, c'est une méthode très, très efficace. C'est mieux que les médicaments. L'efficacité est supérieure. Et donc, on a une des premières études qui montre que quand on fait la séance d'hypnose, on n'améliore pas le microbiote du patient, mais par contre, on améliore la communication à travers le nerf vague. Donc là, on en est au tout début. Mais je pense, pour ceux qui font de la psychiatrie ou de la psychologie, c'est de voir l'avenir, effectivement, comme une espèce de psychiatrie. On fera de la psychothérapie. On donnera des conseils nutritionnels et on donnera des prescriptions d'activité physique. Voilà, je pense que c'est un peu peut-être la manière d'avenir de voir les choses, c'est-à-dire pas que des médicaments ou des séances d'auto-hypnose, mais si vous aussi donnez quelques recommandations simples, je ne sais pas, alimentaires, c'est facile, hein, un microbiote en bon état, il faut manger comme ici, c'est-à-dire le régime méditerranéen. Vous êtes au bon endroit pour avoir de bons microbiotes. Je pense vraiment que ça permettra d'avancer. Alors pour ceux qui font de la psychiatrie, on a quand même des études randomisées qui montrent que le passage au régime méditerranéen chez des patients qui ont des formes graves de dépression traitées par plusieurs antidépresseurs successifs, vous avez 30% d'amélioration, voire de guérison simplement en passant un régime de type méditerranéen. Je pense qu'il ne faut pas négliger ce secteur-là. Ça, c'est vraiment de la médecine intégrative. Hein, oui, on est à fond là-dedans. Super. Une autre question? Moi, j'ai une petite question pour... Ah. Ça, docteur. Je vois pas. Qui lève le doigt? Ah oui. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander si vous pouviez un peu détailler la différence. Je suis là, à gauche. La différence entre, sur le plan neuro, entre la partie rêve, hypnose et la méditation. Comment vous pourriez définir ces différences? Donc c'est une question très, très importante. Hein.
Alors là, c'est pareil, le puzzle commence à s'éclaircir. Vraiment, les phases du sommeil et la façon dont le cerveau fonctionne pendant le sommeil est très particulier. C'est quelque chose de tout à fait unique. On rentre dans un domaine très spécial qui est le domaine des rêves, mais qui n'est pas du tout en rapport avec ce qu'on fait pendant la séance d'hypnose ou ce qu'on fait pendant la séance de méditation. Et petit à petit, on commence à voir se dessiner des flux de conscience tout à fait particuliers. Alors, le sommeil, c'est vraiment un monde à part, très, très, très original, où il se passe des choses tout à fait incroyables, hein, comme les rêves, la survenue des rêves, c'est-à-dire que le cerveau lâche, il laisse apparaître des combinaisons tout à fait spectaculaires entre différents domaines qui ont été vécus dans la journée. Souvent, on rejoue la nuit les apprentissages qu'on a eus dans la journée. Si vous avez fait du piano toute la journée, la nuit, vous allez continuer à faire ça avec votre cerveau. Et le matin, par exemple, vous allez vous réveiller, vous êtes endormi avec une question ou avec un dilemme, et le matin, vous allez vous réveiller et tout est clair dans votre esprit. Donc ça, c'est quelque chose de très, très particulier, très à part. Pendant la journée, vous pouvez faire ce qu'on appelle le sommeil local sleep en américain. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des neurones qui faisaient la sieste dans la journée pendant que vous êtes éveillé. Donc c'est intéressant. Voilà. Donc vous voyez, le sommeil est capable d'aller déborder sur votre réveil dans la journée. Sieste locale. Et donc, pour ceux qui maîtrisent la méditation et pour ceux qui ont appris les méthodes d'hypnose, cliniquement, ils savent que ce n'est pas la même chose, on a affaire à deux mondes tout à fait différents. Et ce qui est mesuré en neurosciences n'est pas la même chose. Par exemple, vous allez avoir une activation du cortex singulaire postérieur qui n'existe pas, qui existe pendant la méditation, mais qui n'existe pas pendant l'hypnose. Vous allez avoir des modifications de l'électroencéphalogramme qui sont extrêmement claires pendant la méditation, mais qui n'existent pas pendant l'hypnose. Voilà, donc on voit petit à petit, on commence à débrouiller toutes ces situations-là, tout ce qu'on peut faire avec notre cerveau finalement. Est-ce que l'hypnose peut aider les gens qui font de l'épilepsie ? Oui, ça c'est une question importante. L'hypnose est clairement pas efficace pour traiter une crise d'épilepsie, mais très efficace pour traiter les 10% d'enfants ou d'adultes qui font des pseudoconvulsions. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui tombent par terre et qui font des mouvements anormaux, qui ressemblent vraiment à des crises d'épilepsie, mais qui ne sont pas du tout de l'épilepsie. Il y a une spécialiste, je crois qu'elle est à Nancy, qui est vraiment une grande experte, une neurologue, une grande experte de ces pseudoconvulsions. Et là, clairement, l'hypnose est très efficace. Donc, ça permet de diminuer ce type de pseudoconvulsions et puis vous pouvez même créer des pseudoconvulsions pendant une séance d'hypnose. Ça dépend dans quel sens vous tournez le bouton. Vous pouvez créer une douleur fictive pendant une séance d'hypnose, alors que nous, notre but, ça a été fait en laboratoire, hein, alors que nous, notre but soignant, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de diminuer la sensation douloureuse. Donc les épileptiques, moi je pense qu'il faut regarder l'inconfort de votre patient. Est-ce qu'il a un inconfort qu'il aimerait améliorer ? Et puis à partir de cet inconfort, de voir un petit peu les résultats. Mais pour empêcher une crise d'épilepsie ou contrôler une crise d'épilepsie, l'hypnose n'est pas efficace.
Sinon, il peut... Il faut ouvrir votre micro, Monsieur Magis. Voilà, Monsieur Magis, on vous écoute. On vous voit, on ne vous entend pas. Bon, écoutez, docteur, on a essayé. Par écrit peut-être, on va lui demander. Merci. Oui. Oui, ce qui m'intéresserait en tant que praticien, votre travail a-t-il pu mettre en évidence différentes catégories de personnes résistantes à recevoir ou à changer d'état? Qu'est-ce que vous avez repéré en dehors de la schizophrénie, bien sûr, par exemple au niveau des syndromes post-traumatiques complexes ou d'autres catégories de gens que vous auriez identifiées? Oui, la question que vous posez est une question fondamentale dans les travaux de recherche sur l'hypnose, c'est que la majorité des études évaluent la suggestibilité des patients. Est-ce que vous êtes facile à hypnotiser, vous êtes délicat à hypnotiser? Donc ça, c'est pour faire les travaux de recherche. Donc c'est la courbe d'hypnotisabilité, c'est une courbe de Gauss. Il y a des gens qui sont très peu sensibles à la méthode et il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles aux suggestions. C'est vraiment la sensibilité aux suggestions. Ça, c'est une courbe de Gauss. Alors, par contre, pour travailler en clinique, nous, on a totalement abandonné ce système de... l'hypnose, c'est pour les gens très suggestifs. Par contre, si vous êtes résistant à l'hypnose, on ne peut pas faire les séances. En fait, on s'est rendu compte, mais cliniquement, qu'on a des très bons résultats avec les patients résistants. Et aussi, on peut avoir des très bons résultats avec des patients qui n'ont pas un cerveau parfait. Parce que jusqu'à présent, dans la tradition de l'hypnose, il fallait avoir un cerveau en bon état pour réussir à faire une séance d'hypnose correctement et être fortement suggestible. Et l'expérience clinique, c'est pas ça. Vous avez un patient, il a un inconfort, vous pouvez lui proposer, vous pensez que c'est une bonne indication d'hypnose et vous y allez. Même si c'est un traumatisé crânien avec cérébro-lésé, même si, à condition évidemment de comprendre, il faut qu'il y ait une compréhension du langage. Même si c'est un patient avec une sclérose en plaques évoluée ou une maladie de Parkinson évoluée, à partir du moment où vous avez, ou un schizophrène, nous, on est en train de montrer ça, la très bonne efficacité de la méthode chez les patients schizophrènes. Si vous avez un inconfort, vous fixez un objectif avec votre patient et vous allez certainement l'aider à atteindre son objectif avec des méthodes simples comme celle-là. Voilà, passer de l'inconfort à plus de confort. Je pense qu'on va être amené à terminer quand même les questions. Vous savez qu'on aura la chance après de pouvoir encore être proche de Bruno, puisqu'on va prendre ceux qui le veulent un petit dîner à la brasserie, voilà, quelques-uns en tout cas. Donc il faudra que vous puissiez poser des questions si vous avez encore la possibilité de le faire. Mais là, Pascal, peut-être que tu veux bien venir introduire notre conférencier suivant. Et merci beaucoup Bruno, c'était passionnant. Merci Véronique. Donc, je suis Pascal Delaunay, je suis parasitologue et entomologiste au CHU de Nice, praticien en hypnose pour tout ce qui est justement traumatisme et angoisse des parasites et des insectes. Et j'accueille Brice Lemaire, le docteur Brice Lemaire, qui est chirurgien dentiste depuis 25 ans et surtout très grand praticien en hypnose dans plein de sortes d'hypnose. Donc, il va être beaucoup plus capable que moi de les lister. Et surtout, ce que j'ai retenu de ce repas découverte qu'on a fait ensemble, c'est qu'il a été à la source des gens qui ont pratiqué ces méthodes. Donc, il a été aux États-Unis, en Angleterre, partout. Et il s'est formé beaucoup à beaucoup de thérapies d'hypnose. Et il s'est enrichi de tout ça pour du coup, être co-responsable et un grand leader dans le DU d'hypnose de chirurgie dentaire. Merci. Bonsoir, merci. C'est à la fois un honneur et puis surtout un bonheur d'être ici parmi vous pour vous parler à la fois d'une passion et puis surtout d'une pratique que j'ai depuis plus d'une vingtaine d'années en hypnose et en hypnose dentaire plus spécifiquement. Alors, on m'a demandé ce soir de traiter d'un sujet un peu particulier
qui est un peu à la mode depuis quelques années dans les écoles néo-ericksoniennes, qui est les inductions rapides. Les inductions rapides, en fait, c'est comment faire de l'hypnose rapidement, quotidiennement. Moi, je suis chirurgien dentiste, donc je suis confronté à des patients qui n'ont pas envie de venir, évidemment, se faire soigner. Et on va leur proposer un outil de confort, aussi bien pour l'équipe soignante que pour ces patients, de façon à pouvoir les traiter dans les meilleures conditions de confort et de bien-être. Je vais vous expliquer ce soir comment fonctionnent les inductions rapides. Vous verrez que c'est un sujet qui est assez amusant et vous verrez que c'est un sujet qui, à mon sens, est d'une profonde inanité. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aime bien me tirer une balle dans le pied quand on commence ma conférence pour vous mettre à l'aise, parce qu'en fait, vous allez comprendre que les inductions rapides, c'est une étape qui est à la fois intéressante, mais qui n'est absolument pas nécessaire en hypnose, d'une part, et d'autre part, que c'est finalement très simple à réaliser. Voilà. Il y a beaucoup de soignants parmi vous, ça peut être personnel médical, personnel paramédical, et au plus on apprend à faire de l'hypnose et surtout de l'induction rapidement, au plus on peut utiliser l'hypnose quotidiennement. Alors, je vais commencer par une question. Qui fait de l'hypnose dans la salle? Vous pouvez lever la main. Très bien. Alors, quels sont ceux qui font entre, allez, on va dire 5 et 10 hypnoses par mois? Très bien. Quels sont ceux qui en font entre 5 et 10 par semaine? 5 et 10 par jour? D'accord. Alors, ceux qui en font 5 et 10 par semaine, est-ce que vous utilisez plutôt des inductions classiques ou plutôt des inductions rapides? Ça dépend. D'accord, ça dépend de quoi? Du temps imparti, du rapport avec le patient? Très bien, super, impeccable. Alors je vais vous montrer qu'en fait, ça n'a pas tellement d'importance, quel que soit le type d'induction qu'on va utiliser. Ce qui va être surtout important, c'est déjà de comprendre ce qu'est l'hypnose. Alors pour vous, l'hypnose, c'est quoi? Allez-y, vous pouvez répondre. Moi, j'aime bien quand c'est interactif, quand ce n'est pas une conférence purement, on va dire, magistrale. En conditionnement différent du cerveau, oui, pourquoi pas. Un déplacement de la conscience. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autant de définitions, parce qu'à mon sens, l'hypnose, on peut l'étudier comme... Et il faut l'étudier d'un point de vue médical et scientifique, comme une science. Mais par contre, quand on le pratique, c'est un peu comme un art, en fait. Et donc, il y a véritablement une appropriation de cette discipline. Et si on essaie de le faire de façon trop, entre guillemets, rigoureuse, il y a quelque chose qui ne se passe pas sur le plan humain, qui est une sorte de communication entre deux subconscients. Alors, l'image de l'hypnose, comme le disait Bruno Suarez, dans le grand public, c'est encore ça. C'est encore l'image du pouvoir de l'hypnotiseur, du serpent avec Mowgli, ou bien l'hypnose de spectacle. On a toujours l'impression qu'en fait le sujet, ce qu'on appelle le sujet en hypnose, c'est dans la terminologie, on a l'opérateur, la personne qui fait l'hypnose, et le sujet, la personne qui reçoit l'hypnose. Il faut savoir que pour la majorité des personnes, l'hypnose, c'est ça. À mon sens, pour moi, l'hypnose, c'est ça. C'est-à-dire, je vais faire fonctionner le cerveau de mes patients et puis le mien aussi, parce que quand on soigne en hypnose, on fait fonctionner son cerveau différemment, de façon à avoir le maximum de confort pour mes patients. C'est aussi bien en hypnose opératoire qu'en hypnose médicale, qu'en hypnose thérapeutique, qui sont les trois domaines. L'hypnose opératoire, pour moi, c'est soigner quelqu'un en hypnose, quel que soit le temps, quelle que soit l'intervention. L'hypnose médicale, ça va être toutes les indications, on va dire, psychosomatiques que je rencontre en médecine dentaire. Par exemple, ça peut être du bruxisme, ça peut être évidemment des éléments comportementaux, comme les phobies dentaires. J'ai des patients phobiques, des vrais phobiques, c'est-à-dire des gens qui, dans la salle d'attente, font des malaises vagales ou s'évanouissent, ou avant même que vous les ayez mis sur le fauteuil dentaire. Donc, ce n'est pas de la peur ou de l'anxiété, c'est vraiment de la phobie. Et l'hypnose thérapeutique, dans ces cas-là, c'est un outil extraordinaire pour soigner ses patients. Alors, quelqu'un pourrait me donner une définition de l'hypnose? Alors, pour nos élèves au DU, on leur donne pas mal de cours, de trucs à potasser, etc., mais on leur fait faire surtout de la pratique. Et au début, on leur donne à peu près 50 définitions académiques de l'hypnose, et le but, c'est qu'ils trouvent tous les ingrédients en fait, de la transe.
Alors c'est très difficile de définir l'hypnose parce que le terme hypnose regroupe à la fois la méthode, la technique, le résultat qu'on obtient, et puis en même temps, selon les personnes, il y a différentes terminologies. Soit on décrit le processus, soit on décrit le résultat. Une définition que j'aime bien, mais qui est un peu académique, c'est la définition de Dave Hellman. Il dit, c'était dans les années 50, il disait l'hypnose c'est un processus, c'est-à-dire on active quelque chose au niveau du cerveau, on franchit le facteur critique, le facteur critique c'est la partie de la conscience qui dit oui mais, qui analyse, et on met en place des pensées sélectives, des suggestions. C'est une définition un peu académique, alors souvent pour mes patients, ou bien pour les élèves au DU, je leur dis voilà, l'hypnose, alors c'est une métaphore, hein, évidemment, vous avez compris que ce n'est pas comme ça que ça se passe vraiment au niveau du cerveau, mais je leur dis, dans la journée, vous êtes conscient, la nuit, vous dormez, vous rêvez. Quand on fait de l'hypnose, en fait, on fait un switch cérébral et on vous fait rêver dans la journée. Dans ce rêve, on peut aussi bien activer des suggestions de détente que des suggestions d'activation très intenses, soit au niveau du corps ou au niveau de l'esprit. Et ce qui est très paradoxal à comprendre avec l'hypnose, c'est qu'il y a une grande différence entre ce que l'on voit vu de l'extérieur. On voit des patients qui ont les yeux fermés, on a l'impression qu'ils dorment, entre guillemets, et une grande différence entre ce que l'on vit de l'intérieur. De l'intérieur, on est dans un état d'intense focalisation, d'intense méditation. On n'est absolument pas dans cet état d'assoupissement. Alors, la définition de l'hypnose, qui a inventé le mot hypnose déjà? Ah, pas mal, ben non. Alors en fait, tout le monde croit que c'est Braid en 1843 dans Neurohypnologie, et en fait non, c'est pas la perfide Albion qui gagnera, c'est un Français, Hénin de Cuvillers, qui en 1820, dans un ouvrage intitulé Le magnétisme éclairé, décrit le mot hypnose, et il décrit même 600 termes, hypnoscope, hypnologie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est la racine grecque hypnose, mais énypnion. Énypnion, ça veut dire littéralement sommeil accompagné de songe. Et ça, c'est intéressant parce que pour moi, ça correspond réellement à ce que je vis dans la réalité hypnotique quand je fais de l'hypnose. J'ai vraiment l'impression, comme disait Hellman, il disait on est le dream pilot, le pilote du rêve. Il faut savoir que toute hypnose, c'est une auto-hypnose en fait. Et que l'opérateur, c'est-à-dire l'hypnotiseur, n'est là que pour guider le patient dans sa transe. Donc c'est un peu l'opérateur qui est le pilote et le sujet qui est le copilote. C'est pour ça que l'hypnose, c'est absolument pas du pouvoir sur les autres, c'est au contraire rendre la liberté aux sujets, aux individus, afin de leur permettre d'être soignés, dans le cas qui m'intéresse, dans les meilleures conditions. Ça rejoint également une étude neuroscientifique qui avait été menée en 2015. On avait pris on était monté à Zurich pour 3-4 jours. On avait fait une étude sur 50 sujets pour reproduire de la transe profonde, somnambulique et stuporeuse. Bon, c'est 2 types de transe profonde, on va dire, pour simplifier. Et voir toutes les différences au niveau neurologique, mais aussi au niveau des constantes respiratoires, des constantes cardiaques et des constantes neurochimiques. Et le but, c'était de montrer qu'en fait, on avait une reproductibilité des résultats, premièrement, quel que soit l'opérateur, mais surtout une différence entre les deux états et ils étaient reproductibles, quel que soit le type d'opérateur et quelle que soit la méthode qui était employée. Il y avait des groupes tests aussi, enfin, je ne vous détaille pas tout ça. Alors, on vient au vif du sujet. Donc, première étape, qu'est-ce qu'une induction? C'est une question. En hypnose, qu'est-ce qu'une induction à votre avis? C'est le sujet de ce soir. Une induction, c'est la technique que l'on va utiliser pour amener quelqu'un en hypnose. D'accord? Étymologiquement, ça vient du latin inducere, amener à l'intérieur. Alors l'induction, en fait, c'est simple. On a créé le cadre pour l'hypnose et ensuite, on va ouvrir alors la porte ou la fenêtre, comme vous voulez, pour que le patient aille dans sa transe. Et puis après, on va le guider. Donc c'est juste une toute petite étape, l'induction. Moi, l'image que j'en donne souvent, enfin l'image que j'en ai en fait, c'est ça. C'est-à-dire c'est un athlète, un sprinter qui est sur les starting blocks et quand on fait l'induction, on lui dit go et il part en transe. Et après, on le guide.
Donc en fait, l'induction, c'est pour ça qu'en préambule, de façon un peu moqueuse, je vous disais que c'est un sujet qui n'est pas très intéressant en soi, tout simplement parce que c'est une toute petite étape. L'hypnose, elle commence après en fait. Alors, la seule chose à retenir peut-être de cette soirée, si on vous demande qu'est-ce qu'une induction rapide, l'induction, c'est tout simplement la première suggestion acceptée par le sujet pour aller en transe. Voilà, c'est comme ça que ça démarre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette induction, elle s'inscrit, quand on fait de l'hypnose au cabinet, on fait de l'hypnose conversationnelle, évidemment, ça, même beaucoup de praticiens, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose, font de l'hypnose sans le savoir. Mais ensuite, quand on fait de l'hypnose opératoire, on va faire de l'hypnose formelle. Dans cette hypnose formelle, il y a un certain, ce qu'on appelle continuum hypnotique, c'est-à-dire il y a un déroulé de la séance d'hypnose. On va d'abord établir un rapport avec le patient, ensuite on peut faire un petit discours pour lui expliquer ce qu'est l'hypnose, on peut faire parfois ce qu'on appelait avant des tests de suggestibilité, des jeux d'imagination, de l'induction, etc. Bon, ça ce sont des étapes très formelles, mais évidemment après on peut les passer, et on va voir que l'induction en fait c'est juste une toute petite étape du processus. Et on peut même faire de l'hypnose sans aucune induction, ça fonctionne très bien. Alors, comment classer ces inductions? Il y a différentes classifications. On peut les classer selon le style d'induction. Par exemple, on peut faire des inductions par confusion, par focalisation, par relaxation. On va surtout se focaliser des fois sur le style, ça peut être un style plus indirect ou le style direct. Là, je vais vous proposer une classification très simple basée uniquement sur la vitesse d'induction. Donc on va dire qu'il y a 3 types d'induction. Une induction classique, c'est plusieurs minutes. Une induction rapide, c'est moins d'1 minute. Et une induction instantanée, c'est quelques secondes. Pourquoi aller vite ? Tout simplement parce que quand on est soignant et quand on est confronté à des patients quotidiennement, on est timé toute la journée. Donc on ne peut pas se permettre de, entre guillemets, perdre du temps avec l'hypnose. Et l'hypnose, c'est un outil qui doit nous permettre de gagner du temps. Aussi bien du temps, j'allais dire linéaire, mais du temps de confort, du temps de bien-être. Et le but réel de l'hypnose, c'est vraiment de créer quelque chose d'humain, de très particulier au niveau du subconscient, on va le comprendre tout à l'heure, de façon à pouvoir optimiser les soins. Et quand on soigne dans ces conditions-là, évidemment, aussi bien pour le patient que pour l'équipe soignante, c'est un système gagnant, parce qu'on est dans des conditions de confort bien plus intenses. Alors pourquoi je vais vite ? Tout simplement parce que après, comme vous l'avez compris, l'induction, c'était juste une étape, donc l'hypnose, elle va commencer. Et moi, je vais rechercher dans mes hypnoses, qu'elles soient opératoires, médicales ou thérapeutiques, de la profondeur. Pourquoi de la profondeur de transe? On peut le discuter. Tout simplement pour avoir la manifestation de phénomènes hypnotiques. Voilà. Je vais vous montrer une démonstration. Donc c'est en temps réel. Hein. Voilà. Donc, on fait une induction rapide. Impeccable. À partir de maintenant, tu ne sentiras plus rien. Plus rien n'aura d'importance. Tu vas te laisser aller complètement à l'intérieur de toi-même, comme si il se passait plus rien du tout. La seule chose que je vais te demander, ça va être d'aller faire du cheval et de galoper. Et en fait, pour galoper, tu vas faire des petits moulinets avec ta main. Et plus tu galopes à cheval, plus tu fais des petits moulinets. Vas-y, sans rien faire. Donc j'ai fait une induction rapide, ensuite j'active des fonctions idéomotrices automatisées. Tu es sur ton cheval et tu sens absolument rien. Et je donne des suggestions de confort et en même temps d'anesthésie. Alors, je ne sais pas si ça va être la main gauche, je ne sais pas si ça va être la main droite, peu importe. Ensuite, je provoque, pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'hypnose, des phénomènes hypnotiques, des lévitations de la main pendant que je soigne la personne. Tu fais la course des mains, et tu verras, il y en aura une qui va Alors, ceux qui n'aiment pas le sang, vous ne regardez pas. Plus rapide qu'une autre. Et j'obtiens une hypno-anesthésie très rapide. Rien, et tu te laisses. Là, c'était un cas de gingivectomie et de frénectomie. Donc, c'est des actes qui sont très rapides en dentisterie, mais qui peuvent être faits en hypnose encore plus vite et de façon totalement indolore. De la même façon, rechercher de la profondeur de transe, ça va m'intéresser en hypnose opératoire. Bon, là, après, il y avait ce qu'on appelle un pansement parodontal. Ça va m'intéresser en hypnose opératoire. Pourquoi? Parce qu'après, je ne vais pas parler pendant les soins.
Voilà. Souvent, on me demande, alors est-ce que tu parles, etc. Je dis non, parce que sinon, ça serait fatigant de soigner, parler en même temps, etc. Donc, jusqu'à 5. 1, tu commences à bouger les jambes, les liboles. 1, 2, 3. Donc là, pareil, c'était une implantologie maxillaire. Donc là, c'est des cas où en fait la patiente elle est en hypnose. On lui a donné des suggestions d'anesthésie, elle sent rien, elle est confortable, elle est bien, etc. Et puis après, une fois qu'on a continué à faire, je vous enlève ces vilaines images, hein, une fois qu'on a continué à faire le traitement, l'intérêt de la profondeur de transe, c'est justement que j'ai plus à alimenter, j'ai plus à parler. Voilà. Sinon, ça serait exténuant de parler toute la journée pour faire de l'hypnose opératoire. Alors, pour ceux qui font de l'hypnose, il y a quelques fausses idées concernant les inductions. La première fausse idée, c'est qu'une induction rapide est intrusive. Ça peut être vrai, mais à mon sens, l'hypnose, c'est un art. Et donc, quand on fait de l'hypnose, il y a vraiment une dimension esthétique dans la transe. Et il faut toujours être à la fois très respectueux du patient et surtout faire ça de façon, j'allais dire, presque esthétique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit de la belle hypnose. Donc, au contraire, on va avoir de la fluidité, on ne va absolument pas faire des inductions choc, on va toujours faire des inductions et on peut être très rapide en étant élégant. La vitesse d'une induction détermine la profondeur de transe. Alors, ce n'est pas parce que vous faites une induction lente ou ce n'est pas parce que vous faites une induction rapide que vous avez de la profondeur de transe. On pourra discuter de ces notions de profondeur si ça vous intéresse, mais bon. Donc en fait, il y a un autre paramètre dans la profondeur, dans la notion de profondeur de transe. Hop. La transe, hop là, j'ai loupé, je reviens. La transe légère est suffisante pour l'hypnose. Alors non, pas pour moi en ce qui me concerne, et pas pour les grands opérateurs en hypnose, que ce soit Erickson, Hellman, Hormon McGill, et tous les grands noms de l'hypnose médicale au XXe siècle. C'était tous des sacrés opérateurs. Ils savaient vraiment gérer de l'hypnose, gérer de la transe profonde et obtenir tous les phénomènes hypnotiques dont ils avaient besoin en fonction de leur pratique. Il y a beaucoup d'anglo-saxons, mais aussi il y a des Français, il y a des Espagnols. Enfin, c'est un peu tous les grands noms de l'hypnose au XXe. La transe profonde prend du temps. Eh bien, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut prendre du temps. Et il peut y avoir un apprentissage du patient, et puis ça peut aller très vite. À votre avis, chez qui ça peut aller très très vite? Exactement. Les enfants, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont avoir des transes profondes somnambuliques très rapides, et pourtant on a l'impression qu'ils ont les yeux ouverts, ils continuent à gigoter, ils continuent à parler. Et pourtant ils manifestent des transes très très profondes très rapidement. Et la seule façon de le savoir, de savoir s'ils sont vraiment en transe, c'est de le tester, c'est de manifester des phénomènes hypnotiques de façon à voir ce qu'on obtient comme réponse. Alors, je vais vous faire de la démonstration, parce que ça c'est un peu rigolo. C'est la partie que je préfère, et puis vous allez repartir avec des outils. Alors comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je me suis marqué les inductions que j'allais vous présenter. Alors, qui n'a jamais fait d'hypnose? Très bien. Qui a envie de faire de l'hypnose et qui n'a jamais fait de l'hypnose? Alors déjà, il y en a beaucoup moins. Bon, les filles, là. Tu as levé les mains? Oui? Oui? Allez, tu viens? Très bien. Comme tu as levé les mains, tu t'es porté volontaire. Voilà. Alors, je vais vous faire quelques démonstrations. Tu t'appelles? Lina. Lina. Installe-toi, Lina. Attends, on va se... Je sais que ça ne se fait pas, mais je vais quand même te demander d'enlever ton masque, parce que faire de l'hypnose avec le masque, moi, je ne peux pas. Il y a plein de choses qui se passent en hypnose, en fait, au niveau verbal, que je vais lui parler, mais surtout au niveau non verbal, d'accord? Donc j'ai besoin de voir ce qui se passe au niveau des yeux, au niveau des micro-mimiques, etc. Et c'est vrai qu'avec le masque, c'est un peu compliqué, d'accord? Alors, tu es prête à faire de l'hypnose? Tu as envie d'essayer? Ouais? Ça t'embête pas qu'il y ait du monde autour de toi?
Non, de toute façon, dans 2 secondes, tu auras les yeux fermés, tu ne les verras plus. D'accord? Alors, très bien. Alors, je vais te montrer déjà comment... Installe-toi confortablement, vas-y, tu mets bien les pieds à plat, tu te réajustes, voilà. Ok. Alors, je vais te montrer une première façon d'aller en hypnose, très lentement, doucement et agréablement. Ok? Il faut savoir que l'hypnose, c'est un état naturel, en fait. Plusieurs fois par jour, sans que tu le saches, tu es dans un état, en fait, des fois de rêverie. Quand, par exemple, tu conduis, tu arrives à la maison sans t'être rendu compte du trajet, ou bien si parfois, tu es peut-être en train de m'écouter, tu penses à autre chose, ou bien, voilà. C'est cet état-là qu'on va provoquer. Okay? Donc, quand je te dirai dors, en fait, tu ne vas pas dormir. Tu vas juste avoir les paupières qui vont être fermées et tu vas tout simplement être dans un état de décontraction, de relaxation. Ok? Alors, je vais te montrer une première technique. Et tu vas détendre ton esprit, tout ton corps 2 fois plus profondément. Et le chiffre suivant, et tu plonges encore plus profondément. Tu te laisses aller encore plus loin, plus bas, plus profond. Très bien. Super. Impeccable. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas prendre une grande inspiration et tu vas revenir. 1, 2 et 3. Voilà. Tu vois, c'est juste de la relaxation. Ok? C'est de la détente. Donc là, entre guillemets, technique très très simple, je prends son bras en fait, je crée ce qu'on appelle un fractionnement, c'est-à-dire je lui dis d'ouvrir et de fermer les yeux. Le but c'est en fait de la faire plonger, revenir, faire plonger, revenir. Donc ça provoque un va-et-vient en fait entre la conscience et puis ensuite une descente en hypnose. Ensuite, rapidement, je bloque le bras en l'air, ou plutôt elle bloque son bras en l'air. Je crée ce qu'on appelle une catalepsie. Après, je crée une lévitation. Et puis après, là, je vais faire des mouvements idéomoteurs avec son bras. En fait, je fais développer son subconscient de façon à obtenir rapidement de la transe. Là, c'est juste le début. En fait, on pourrait utiliser plein d'autres techniques. Je vais vous en montrer une autre. Qu'est-ce que j'ai marqué? Allez, tiens, on va faire ça. Voilà. Tu vas, par exemple, tu vas suivre. Tu as compris comment ça fonctionnait, en fait? Eh ben voilà. En fait, le sujet, dès qu'il a compris comment fonctionnait une induction, après, la fois d'après, il est entre guillemets conditionné. Donc ça peut aller beaucoup plus vite. On lui dit, tu prends une grande inspiration et tu dors complètement. Très bien. Et tu te laisses aller confortablement. Encore plus bas, encore plus loin, plus profondément. Très bien. Un instant, je vais soulever le bras sera complètement mou et relâché. En retombant sur ton corps, tu vas pouvoir d'un seul coup approfondir cet état de détente. Totalement mou et relâché. Et tu plonges encore plus profondément. Très très bien, super, impeccable. Donc ça c'était une induction instantanée. 1, 2, 3, une grande inspiration et tu reviens. Et voilà, tu peux ouvrir les yeux. Très bien. Là c'est un peu difficile pour elle parce qu'à chaque fois je la sors, je la replonge, je la sors, je la replonge, etc. Donc elle va être super, hein, une pro de l'hypnose à la sortie de la démo. Très bien, alors tu vas suivre maintenant le doigt comme ça, ok? Très bien. Tu vas sentir tes paupières qui vont devenir de plus en plus lourdes quand le doigt touche le front. Tu vas aller dans un état, instantanément, tu vas replonger
Encore plus bas, plus loin, plus profond à l'intérieur de toi-même. Très bien, super. Voilà. Impeccable. Agréablement. Les paupières restent closes et tu vas suivre le trajet du doigt avec les yeux. Très bien. Encore plus bas, plus loin. Voilà. Et tu descends. Continue d'entendre tous les bruits autour de toi. Et rien ne te dérange, rien ne t'embête. Tous ces bruits t'aident à te détendre encore plus profondément. Je bloque le bras. Très bien. Et tu vas encore plus loin, encore plus bas, encore plus profondément dans cet état d'intense relaxation. Je vais compter jusqu'à 3. 3, 1, 2, 3. Le bras retombe et tu plonges. 1, 2 et 3. Très bien. Voilà. Donc ça, c'était l'indication du docteur Spiegel. Donc focalise 1, 2, 3. Tu prends une grande inspiration et tu reviens. Plein d'énergie. Ça va? Voilà. Très bien. Merci. Alors c'est la finger induction, je ne peux pas la faire parce que j'ai un micro, ça va être compliqué. Aston, tiens, dans un instant, je vais mettre tes mains. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est que, bon, pour ceux qui font de l'hypnose, vous voyez plein de techniques de focalisation visuelle, etc. Des techniques de fractionnement, des phénomènes hypnotiques, etc. Il y a plein de techniques en fait pour faire des inductions, c'est assez simple. Hein. On peut mélanger tous ces ingrédients. Ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre qu'une bonne induction, ça marche surtout par anticipation et par instruction. Par exemple, dans un instant, je vais mettre tes bras d'une façon particulière et tu vas plonger instantanément en hypnose de cette façon-là. Ok ? Comme tout à l'heure. Tu mets le bras, la paume face, voilà, et celui-là légèrement en l'air. Très bien, sans rien faire. Très bien. Et tu replonges encore plus bas, plus loin, plus profondément. Très bien. Et tu peux te laisser aller. Très bien. Voilà, je vais compter jusqu'à 3. À 3, le bras droit retombe. 1, 2, 3. Et tu vas dans cet état de détente encore plus profondément. Très bien. À 3, le bras gauche redescend. Super. Très bien, Lina. Tu as tout compris le premier coup. Tu vas prendre une grande inspiration et tu vas pouvoir revenir pleine d'énergie. 1, 2 et 3. Super. Cool, hein? C'est agréable comme état. Ouais, très bien. Dans cette lignée un peu des inductions comme ça, toujours par prévision, anticipation, je vais prendre ta main. Je vais te serrer la main. Une première fois, tu vas sentir tes paupières qui vont être très lourdes. Une deuxième fois, les paupières vont être très lourdes et vont se fermer. Une troisième fois, elles vont être très lourdes, elles vont se fermer et elles seront impossibles à ouvrir. Plus tu essaieras de les ouvrir, plus elles vont devenir de plus en plus lourdes. Tu as compris? Très bien. Première fois, les paupières deviennent lourdes. Très bien. Une deuxième fois, les paupières deviennent de plus en plus lourdes et se ferment. Très bien. Et une troisième fois. Très bien. Et tu vas tellement détendre tes paupières qu'en essayant de les soulever, elles vont rester fermées. Tu peux essayer? Très bien. Tu cesses d'essayer, tu laisses partir la même détente des paupières de la tête jusqu'aux pieds comme une vague et tu plonges. Très bien. Super. Grande inspiration, 1, 2, 3 et tu reviens. Voilà. Il y avait beaucoup de techniques d'induction avec des poignées de main qui avaient été développées par Erickson. Il faut savoir qu'Erickson, à la fin de sa vie, il était handicapé. Alors, il avait un... Je vais essayer de le faire sans le micro. Il avait le bras droit qui était handicapé. Donc, souvent, quand il serrait la main à quelqu'un, comme ça, il s'aidait avec son autre main. Et en fait, ce qui se passait ensuite, il touchait tout simplement le bras du patient. Et au bout d'un moment, en fait, on a induit de l'induction, tout simplement. J'ai fait une technique de confusion kinesthésique, ça s'appelle ambiguous touch d'Erickson, c'est-à-dire en fait, quand je serre la main, je ne serre pas la main, mais je laisse glisser mon index et mon petit doigt. Ce qui se passe quand on fait cette technique-là, alors là, elle est relâchée. Le bras flotte en l'air et reste en l'air tout seul. Et donc ensuite, après, on a juste à faire de la confusion kinesthésique et à déclencher la transe, tout simplement.
technique de poignée de main, on peut avoir des techniques comme ça, par exemple. On va suivre le petit doigt. Les paupières deviennent de plus en plus relevées. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle des ruptures de pattern en hypnose rapide, en hypnose instantanée. Ça peut être intéressant. Les patterns, en fait, sont des boucles automatisées. Alors, il y a plein de boucles automatisées. Une technique, par exemple, qu'on doit à Bandler et qui a inspiré des techniques d'Erickson aussi, c'est les techniques par poignée de main. Alors, vous regardez bien, ça va vite. La technique, en fait, au moment où je lui serre la main, je ne lui serre pas la main, mais je mets l'index dans le creux de sa main et j'amène instantanément la paume de sa main face à elle. Et donc, tout simplement, ça crée un moment de confusion, une sorte de bug cérébral, et le cerveau, dans ces cas-là, a besoin de se raccrocher à quelque chose de tangible. Et donc, je lui donne immédiatement la suggestion d'or. Alors, pourquoi est-ce qu'on donne la suggestion d'or, à votre avis? Parce qu'on ne dort pas en hypnose, vous avez compris que ce n'est pas du sommeil. Là, en fait, elle est juste dans un état de relaxation. Elle continue à s'entendre. Elle est tout simplement relâchée. Là, c'est vraiment le début du travail qu'on pourrait faire en hypnose opératoire, en approfondissant, en développant des phénomènes hypnotiques. Mais elle est dans un état d'intense concentration, d'intense relaxation. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas sentir, par exemple, au niveau de ta main gauche, ta main devenir très légère, de plus en plus légère. Tu vas sentir des petits mouvements automatiques au niveau du doigt, peut-être au niveau du pouce, de l'index, très bien. Et tu vas accrocher à ton masque, comme ça, un ballon. Et le bras va devenir de plus en plus léger. Très bien. Et pendant que je parle à l'audience, tu vas continuer à sentir ton bras devenir de plus en plus léger. Encore plus haut, encore plus léger, encore plus haut. Il va venir flotter en l'air. Très très bien. Encore plus haut, de plus en plus léger. Très très bien. Super Lina. Et toi tu continues de descendre encore plus bas, plus loin, plus profondément. Très bien. En toute confiance, en toute tranquillité, tu vas sentir ton bras devenir de plus en plus léger, venir flotter encore plus haut en l'air. Voilà. Tellement léger qu'il va monter tout seul. Très bien. Encore plus haut. Très bien. Très très bien. Et tu laisses aller dans la détente, encore plus bas, plus profondément. Très bien. Et tu plonges encore plus profondément. Voilà. Là, elle est dans un état d'intense activation cérébrale. Elle n'est pas du tout dans un état d'endormissement. Pourtant, j'utilise souvent dans les inductions instantanées la technique où on dit d'or ou bien on dit sommeil profond, etc. Alors souvent, j'ajoute d'or ou bien sommeil profond tout en continuant à tout entendre pour pas que le sujet, quand il se réveille, dise ah, j'ai fait de l'hypnose, mais j'ai tout entendu. Ce qui est un peu le cas classique. Tout simplement parce qu'on lui dit mais non, parce qu'en fait, en hypnose, on dort jamais. Donc ça peut paraître paradoxal, mais en fait, pour le cerveau, quand on donne une suggestion simple et directe, comme d'or ou bien sommeil profond, il sait exactement ce que c'est et il sait trouver j'allais dire le cheminement cérébral pour aller dans cet état de détente et de relaxation. Très bien. Tu vas prendre une grande inspiration, tu vas ramener plein d'énergie. Tu te sens merveilleusement bien. Ce soir, tu dormiras parfaitement bien, parce que l'hypnose n'a rien de commun avec le sommeil. Et tu seras enrichi de toutes ces nouvelles expériences. Et je te remercie beaucoup. Alors le but de ces démos, en fait, c'est tout simplement de montrer que l'induction rapide, c'est qu'une étape parmi d'autres, d'une part, et d'autre part, qu'elle peut se faire de façon simple, rapide et douce, surtout, élégante, et on n'a pas besoin de tirer des bras, d'avoir un style d'hypnose autoritaire. On peut être tout à fait direct et
très permissif et en même temps très doux. Ça dépend beaucoup de la tonalité avec laquelle on dit les choses. Si par exemple je dis prenez une grande inspiration, fermez les yeux, c'est de la suggestion directe, pourtant c'est quelque chose qui est généralement très bien accepté parce que la tonalité de ma voix a beaucoup d'importance dans la délivrance de la suggestion. Alors en conclusion, 3 petites choses. La première, c'est comme disait Bernard de Chartres au XIIe siècle, on est finalement, quand on étudie un art, des nains sur les épaules des géants, c'est-à-dire il faut déjà étudier tout le travail de nos prédécesseurs en hypnose médicale, moi c'est ce qui me passionne, vous l'avez compris, pour déjà avoir une bonne connaissance de ce qui a été fait. La deuxième chose, en hypnose, je vois ça, il y a 2 piliers, il y a toujours le côté théorique et le côté pratique. Le côté théorique, c'est toujours envisager l'hypnose comme, on va dire, une science et l'étudier de façon médicale, scientifique. Hop là, t'es trop rapide. Hein. De façon médicale, scientifique. Et par contre, la pratiquer toujours comme un art. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui est profondément humain, qui est lié à l'interaction, au rapport qu'on va créer entre deux subconscients. Et la dernière chose, mon mentor en hypnose, Hormone McGill, finissait toujours ses conférences en citant le prince Siddhartha, qui était le Bouddha, et qui, à la fin de ses enseignements, disait ne prenez pas tout ça trop sérieusement, sinon vous allez louper la vérité. Et voilà, ça sera la fin de ma conclusion. Alors, si vous avez quelques questions concernant spécifiquement ce sujet des inductions rapides ou l'hypnose en général, je vous écoute. Pour faire de ce que j'ai appris en formation, c'était de faire un recueil de données à minima. Ce que j'ai pu voir peut-être quand vous avez montré la vidéo avec la jeune fille dans votre cabinet, peut-être qu'elle aimait faire de l'équitation. Et là, dans les techniques que vous nous avez montrées, vous n'en avez pas parlé. Ah, alors, on est sur de la safe place, non ? Alors le terme exact, je ne pourrais pas... un lieu de paix, un lieu, etc. Personnellement, ce n'est pas une technique que j'utilise, ni comme induction, ni comme technique d'approfondissement, ni une technique pour guider, tout simplement parce que ça me prendrait trop de temps et trop d'énergie, parce que moi, je suis à la fois celui qui fait l'hypnose, mais en même temps celui qui fait l'opération. Donc, du coup, il me faut des techniques, en fait, où je ne vais pas faire de techniques néo-érectioniennes. Il n'y aura pas de métaphore, il n'y aura pas d'histoire, etc. Je vais être beaucoup plus sur des techniques à la fois psychologiques et physiologiques, en fait. C'est pour ça que je vais beaucoup travailler davantage sur les phénomènes hypnotiques, manifestés par exemple, parce que je vais en avoir besoin, en fait, tout simplement, de ces phénomènes hypnotiques. Je vais avoir besoin, par exemple, quand j'opère quelqu'un, d'une catalepsie de la mâchoire. Je vais avoir besoin aussi d'induire une détente par suggestion. Je vais par exemple avoir besoin de créer une amnésie aussi pour que le patient puisse oublier qu'il a été opéré. Et aussi, si j'ai besoin d'une hypnoanesthésie, je vais aller suffisamment loin en transe profonde somnambulique pour créer une hallucination kinesthésique négative, qui sera une anesthésie en fait, tout simplement. Donc, ce qui veut dire que toutes ces techniques-là, en fait, je vais les amorcer en amont, et après, une fois que je vais opérer la personne, là, j'aurai plus besoin de parler. Par contre, je vais donner des suggestions au début, très répétitives. Il faut savoir quand même que l'hypnose, au niveau du subconscient, il y a un apprentissage qui se crée par répétition. Donc, à chaque fois, je vais dire, à chaque fois qu'il y aura des sensations dans la bouche, à chaque fois qu'il y aura de l'eau, des vibrations, des sensations en général, pour donner un terme générique, vous irez plus bas, plus loin, plus profondément. On donne cette suggestion 4-5 fois, et après, on peut réopérer la personne, et son subconscient a automatisé la procédure, en fait. Mais il faut avoir déjà un niveau de transe suffisant, parce que si on fait de l'hypnose légère, là, on est obligé de guider la personne tout le temps. Et donc là, on peut créer une métaphore ou bien lui demander si elle a une affinité, etc. Là, je savais qu'elle faisait du cheval. Donc l'idée, en fait, c'était de... J'avais une autre patiente qui faisait du piano, donc j'avais fait pianoter les doigts. Enfin, c'était de créer des phénomènes hypnotiques, des mouvements idéomoteurs, de façon à pouvoir développer le subconscient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi je fais bouger les mains? Est-ce que vous savez? Et pas les doigts de pied, par exemple.
Alors déjà, c'est très pratique par rapport à mon travail, parce que les patients, ils ont la bouche ouverte, donc ils ne peuvent pas trop parler. Donc je peux avoir ce qu'on appelle du signaling, ils vont pouvoir me répondre oui, non, etc., de façon automatisée. Mais surtout, Bruno Suarez en a parlé, au niveau de la représentation cérébrale, c'est l'homoncule de Penfield, les aires corticales dédiées aux mains sont très importantes. Donc à chaque fois que vous activez les mains en hypnose, bah, du coup vous activez plein de zones au niveau du cerveau. Et ça, c'est intéressant. Merci. Question ? Tout à fait. Alors, je ne les ai pas abordés parce que là, on était vraiment dans une thématique, les inductions rapides, donc c'est l'étape. Mais après, évidemment, travaillant en transe, il va y avoir différents niveaux de transe. Moi, je vais utiliser de la transe légère, enfin, 5 niveaux de transe, on va dire. Je vais utiliser ce qu'on appelle l'hypnose éveillée, waking hypnosis, ensuite de la transe légère, transe profonde somnambulique, transe profonde stuporeuse, et parfois ce qu'on appelle de technique d'hypnosleep, où on crée vraiment du sommeil instantané chez le patient, genre micro-sieste, un truc où vraiment dort au sens propre du terme. Et ça, c'est des techniques en fait de gestion de la transe profonde. Et comment on le gère? Tout simplement en développant des phénomènes hypnotiques, mais surtout en testant chaque niveau de transe. Quand par exemple on est en transe profonde stuporeuse, qui est vraiment le ralentissement psychologique et physiologique de l'individu, c'est pas la transe comme ça d'activation, c'est vraiment la transe où le sujet est complètement flagada, on va dire. À ce moment-là, on va le tester, et on doit avoir 4 tests qui s'enchaînent, c'est-à-dire à la fois une anesthésie sans suggestion, ensuite une catalepsie des muscles mineurs, une catalepsie des muscles majeurs, et une catatonie au niveau des membres. Donc ça, on le teste et on voit quel est le niveau de transe. Et après, il y a des phénomènes aussi ventilatoires qui sont très intéressants à étudier. C'est assez documenté, c'est assez ancien, parce qu'avant, les premières expérimentations, c'était Pavlov et Platonov, principalement, parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens d'anesthésiation. Et ils ont énormément travaillé là-dessus, sur les fréquences respiratoires par rapport au niveau de transe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à contrôler et à travailler quand on fait beaucoup d'hypnose, surtout de l'hypnose opératoire. Mais ça serait l'objet d'une autre conférence, tellement c'est pointu, détaillé, et puis surtout, c'est vraiment, le vrai travail de l'hypnose à ce moment-là. Voilà. Et c'est le plus intéressant, à mon sens. Parce que l'induction, finalement, vous avez compris que c'était une petite étape, c'était la première suggestion acceptée par le patient pour aller en transe, mais ce n'est pas là que commençait réellement l'hypnose et la transe pour le patient. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des échecs, des gens qui se réveillent ou qui sortent de la transe en plein milieu de l'opération? Et alors, si oui, qu'est-ce que vous faites? Alors, des échecs, bien sûr, heureusement. Ce que je vais dire par là, c'est que pour moi, il n'y a pas de notion d'échec. Il y a des notions d'apprentissage. Par exemple, là, Lina, elle n'a jamais fait de la transe. Elle n'avait jamais fait de l'hypnose et elle va très, très vite en transe. Je l'ai conditionné quand même. Hein. Je lui explique, je lui fais ce qu'on appelle un petit pré-talk, je lui explique ce qu'est l'hypnose, etc. Il y a plein de choses qui se passent de façon verbale, de façon non verbale. Je lui dis de se réajuster. Comme ça, elle suit déjà les suggestions de façon consciente et elle va être plus à même de suivre ensuite les suggestions de façon inconsciente. Mais l'hypnose, c'est un apprentissage. Donc j'ai des patients qui, par exemple, vont être des virtuoses de la transe et dès la première séance, ils vont faire des transes très profondes. D'autres patients, ça va nécessiter une séance et puis la deuxième séance, ils vont faire une transe. Ce qui est intéressant en hypnose, c'est que à chaque fois, on va plus loin, plus bas et plus vite, systématiquement. Voilà. Donc dans les cas, par exemple, de patients phobiques, ça c'est intéressant parce qu'on ne va pas commencer par leur faire de l'hypnose au fauteuil. On leur fait d'abord une séance d'hypnose thérapeutique pour soigner et guérir, entre guillemets, la phobie. Et après, on va créer, comme ça, à chaque fois, une hypnose qui va aller de plus en plus bas, plus en plus loin. Et j'avais un patient phobique comme ça, et en général, par rapport aux actes que j'ai à faire, les actes, on va dire, qui vont être quand même un peu plus intrusifs, style chirurgicaux, des implants, des machins, tout comme ça, des extractions, je les fais au bout de 4-5 séances, parce que comme ça, je sais qu'ils ont confiance en eux, ils ont confiance en moi, ils ont confiance en l'hypnose et en leur transe. Et finalement, ce qui était génial, c'est qu'au bout de la 5e séance, pour les implants, il me dit « Ah, mais non, mais j'ai plus besoin de l'hypnose, je suis bien détendu. » Et en fait, boum, il se met en auto-hypnose tout seul, quoi. Il y a un tel ancrage, puis personne n'aime aller chez le dentiste. Donc quand on donne, quand on tend la perche et on dit voilà, on va vous donner un outil qui va vous permettre d'être ailleurs, évidemment, tout le monde le saisit. Et sachant que les patients phobiques, c'est les meilleurs patients parce qu'ils ont déjà un imaginaire négatif tellement développé que du coup, on sait que c'est des super candidats pour la transe.
Bonsoir. Qui était votre mentor? J'en ai eu plusieurs. Alors, historiquement, celui que j'ai cité, c'était Hormone McGill. Hormone McGill, ça a été c'était de la génération d'Hellman, d'Erickson, et ça a été la première personne. Enfin, moi, j'avais appris l'hypnose en 2000 à Nice, là, avec l'Institut Milton Erickson, et puis c'était pas tellement adapté à ma pratique au cabinet. Donc, je me suis dirigé plus vers des écoles anglo-saxonnes pour apprendre les techniques d'induction rapide, etc. Et puis les gestions de l'hypnothérapie, on va dire d'une autre façon, quoi. Voilà, qu'Erickson. Et donc, c'était un sacré bonhomme, parce qu'il avait 94 ans à cette époque-là. Il continuait à faire de l'hypnose. Et ça a été un grand praticien qui a traversé pratiquement toute l'hypnose médicale thérapeutique et l'hypnose de spectacle, parce qu'il avait fait de tout, au XXe siècle aux États-Unis. Peut-on apprendre l'auto-hypnose? Heureusement qu'on l'apprend. Alors, il faut savoir que quand on a monté le DU d'hypnose dentaire à la faculté, avec Valérie Pousségur, ici présente, les premières années, donc ça fait à peu près 5 ans, les premières années, c'était intéressant parce qu'on avait un tiers des personnes qui venaient apprendre l'hypnose conversationnelle, donc mieux communiquer avec le patient, etc. Un tiers qui venait apprendre l'hypnose pour faire de l'hypnose opératoire, c'est-à-dire soigner quelqu'un en hypnose, et un tiers qui venait uniquement pour apprendre l'auto-hypnose. Et tout simplement, il faut savoir que dans le domaine médical, paramédical, on est très exposé au burn-out. Voilà. Particulièrement les dentistes, parce qu'il y a des notions, on va dire, neuroscientifiques, concentration sur une toute petite surface toute la journée, timing, etc. Enfin, plein de choses que je ne vous détaillerai pas ce soir, mais disons qu'il y a vraiment une prise en charge du burn-out et même de la prévention du burn-out qui est telle qu'on consacre 2 jours entiers aux techniques d'auto-hypnose. Voilà. Et évidemment, quand on fait de l'hypnose, pour ne pas en avoir une connaissance vue de l'extérieur, mais pour en avoir une connaissance intériorisée, pour bien comprendre ce qu'est la transe, il faut pratiquer l'auto-hypnose. Et c'est un outil extraordinaire. Et qui n'a rien à voir avec la méditation, c'est encore autre chose. C'est vraiment quelque chose de très particulier, l'auto-hypnose. Et c'est comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment un apprentissage. Et c'est un outil qui est extraordinaire, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan du développement personnel, on va dire. Merci. Merci. J'ai presque envie de dire que moi, pour rassurer mes patients, je leur dis l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose. Et donc, je vais vous apporter un outil. Et cet outil, après, vous allez le piloter vous et ça va être votre outil. Donc, je trouve ça presque obligatoire d'expliquer aux patient que l'hypnose qu'on va lui apprendre, ça va être son auto-hypnose après. Ce qui démystifie également l'hypnose, comme l'a dit Bruno, et comme l'a dit aussi Brice, c'est-à-dire qu'il y a toujours une peur de l'hypnose, et par des mots-clés comme ça, l'hypnose et l'auto-hypnose, c'est extrêmement rassurant. C'est vrai que les gens arrivent assez souvent dans la notion de possession, et leur dit non, ça va être votre objet, votre hypnose. Alors, pour conclure, et puis Véronique conclura également, moi, je suis très heureux de ces 2 conférences parce qu'elles sont, vous avez vu, l'approche est différente et pourtant, quand on s'y connaît, il y a énormément de points communs. Moi, je suis plutôt branché métaphore parce que ça a toujours été ma stratégie de survie, c'est que dès que ma prof m'expliquait quelque chose, il fallait que je retrouve mon histoire à moi pour comprendre. Et donc, finalement, la métaphore, c'est beaucoup mon truc. Même si j'ai appris également l'hypnose comme ça, mais de Brice, et je l'ai moins pratiqué. Voilà. Essayez pas de séparer ça, c'est construisez votre hypnose à vous avec des outils. Vous voyez que l'imagerie aide, c'est-à-dire qu'à la fois il y a de la science, il y a encore beaucoup d'inconnus, comme a dit Bruno. Il y a beaucoup de techniques aussi. Après, une fois que vous savez tout, le but c'est de ne plus rien savoir et de faire votre truc à vous. Voilà, c'est tout ça l'hypnose. Et puis, je vais laisser Véronique conclure cette journée. Merci vraiment beaucoup à nos 2 orateurs qui nous ont montré des aspects très différents de cette hypnose. Vous avez compris qu'il y a plein de sortes d'hypnose, plein de maîtres à penser, plein de techniques, plein de courants, plein de choses. Voilà. Chacun peut trouver effectivement en fonction de son besoin. Je vais faire un soin, je vais aider mon patient pour passer un obstacle de sa vie. Voilà, il y a plein d'aspects, mais enfin tout ça est extrêmement riche.
En tout cas, merci à tous les participants pour les questions que vous avez posées, à votre présence. Excusez ceux qui sont en visio avec nous parce qu'il y a eu des petits problèmes techniques. Encore une fois, merci à Véronique et à Monsieur l'Appariteur pour les avoir résolus en grande partie, mais je crois qu'il y a eu quand même quelques personnes qui ont eu du mal à se connecter. On essaiera la prochaine fois d'être encore plus au point sur le plan technique. Hein. On va s'améliorer, bien évidemment. Donc, quand je parle de prochaine fois, déjà, je peux faire une annonce pour ceux qui sont intéressés. Ce sera le 29 janvier. Et cette fois-ci, comme le disait Pascal, parce que tu as anticipé, ce sera une journée entière qui sera ici au Galet, qui sera consacrée à la conscience dans tous ses états. Et c'est vrai qu'on parlera de toutes ces techniques, de toutes ces approches qui aujourd'hui sont importantes pour traiter nos patients, pour comprendre notre fonctionnement cérébral. Donc ça ira depuis qu'est-ce que la conscience, la méditation, encore une fois l'hypnose, la transe, le flow, enfin voilà, le chamanisme. Il y aura plein de choses qui vont être abordées pendant cette journée du 29 janvier. Et puis là, ce soir, encore merci. Je tiens quand même à dire que ceux qui en ont envie, on fait un petit buffet à la brasserie 65. Donc on sort de là, on va à droite, on monte petit escalier, c'est au-dessus de Saint-François. Si ça vous dit, c'est avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup à tous. Et puis n'hésitez pas à nous faire des commentaires ou des questions encore pour nos orateurs qu'on leur transmettra. Merci à Bruno qui est venu de loin. Merci à Bruce, merci à tout le monde. Merci.